On va faire un petit résumé de cette première partie qui était consacrée un peu au rappel de quelques notions juridiques liées à l'entreprise, notamment les notions importantes que sont la personnalité juridique, okay, la différence entre une personne physique et une personne morale, okay, les conséquences que cela peut apporter. Nous avons également passé en revue les critères de choix d'ordre patrimonial, d'ordre économique et financier, liés également à la perception des participants, à la responsabilité des dirigeants et des associés. Donc, passer en revue également de façon schématique les types de formes juridiques qui existent et qui pourraient constituer votre choix. Donc, on a également vu l'importance du choix lié à l'indépendance et ses limites, l'importance du critère lié à la protection de son patrimoine privé et ses limites également, de même que la responsabilité des dirigeants et associés qui pourraient être engagés. Alors maintenant que vous avez tous ces éléments-là sur la table, okay, je pense que vous avez maintenant la possibilité de choisir une forme de structure donnée pour pouvoir exercer votre entreprise. Alors, on était dans le cadre général. Hein? Maintenant, on va aller dans le détail. Pour chaque structure que vous serez amené à choisir, quelles sont les conséquences liées sur le plan du patrimoine, sur le plan de la responsabilité, sur le plan du formalisme, etc., etc. Et comme je le disais, après-demain, on verra les conséquences d'ordre fiscal liées au choix de la forme juridique. Alors, avant d'avancer, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ou des gens qui ont déjà créé une entreprise ici? Ok, vous êtes chef d'entreprise, parfait. Donc, vous allez être notre modèle. Vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la forme juridique que vous utilisez actuellement. D'abord, est-ce que les critères que j'ai déclinés tout à l'heure, il y a un critère important qui n'est pas là et que peut-être vous qui vous a orienté un peu dans le choix de la forme. Quelle forme vous avez choisi? Bon, moi j'ai opté pour l'entreprise individuelle. Pour l'entreprise individuelle, ok. Et quel a été le critère déterminant? Bah, c'était plus au niveau en fait, de tout ce qui était administratif déjà, okay. Et les frais aussi. Parce qu'à l'époque c'était 1 million pour la SA. Oui. Puis bon, j'ai opté pour le... Vous avez opté pour l'entreprise individuelle? Oui. Ok. À l'époque, ça fait quelques années alors, puisque... Et ça fait déjà depuis 2017 que j'ai mon... Ok. Parce que le capital a été baissé hein, pour la SARL. Il est à 100 000. Maintenant, il est à 100 000 francs. Ok. Donc, lui, le critère lié au capital, et à l'excès de formalisme probablement, parce que c'était beaucoup plus simple pour vous de créer une entreprise individuelle qu'une société. Bon, même si les choses se sont améliorées aussi, hein, je pense que maintenant au niveau de la PIX, en 48 heures, maximum une semaine, vous pouvez avoir votre société et démarrer votre activité. Donc lui, c'est ce critère-là qui l'a poussé. Après avoir commencé à exercer, est-ce que vous avez regretté votre choix ou ça vous a conforté dans votre... À vrai dire, non, parce que je travaille tout seul. Donc, vu que je suis tout seul dans mon activité, j'ai préféré opter pour ça. Pour le moment, ça me va. Donc, les critères d'indépendance également. Alors. Oui, c'est ça aussi. D'accord. Et vous n'avez pas besoin de fonds supplémentaires qui pourraient amener à passer à une autre forme où vous serez amené à être associé avec d'autres personnes probablement qui vont amener un capital. Bah, pour le moment, non, parce que je n'ai pas de financement. Okay. Je finance propre avec mes propres moyens. Mais peut-être que si jamais je suis amené à avoir un financement, peut-être là, je vais changer. D'accord. Mais en le faisant, est-ce que vous aviez en tête tous ces critères-là, les conséquences d'ordre juridique et autres qui pourraient... Bah, je m'étais renseigné vite fait sur Internet. Mais en fait, une fois sur place, ils m'ont expliqué les différentes formes. Okay. Puis après, j'ai choisi par rapport à ça. Parfait.
OK, donc la forme juridique de l'entreprise individuelle va être la première forme que nous allons étudier un peu dans les détails. Donc l'entreprise individuelle et l'entrepreneur ne forment qu'une seule et même personne. On l'a dit. Hein? Donc l'entreprise se confond à son propriétaire, puisque ici, encore une fois, il n'y a pas deux personnes distinctes, mais c'est une seule personne, à savoir le propriétaire de l'entreprise. Deuxième élément, il a une grande liberté d'action, puisqu'il est le seul maître à bord et n'a de compte à rendre à personne. Alors, donc la notion d'abus de biens social n'existe pas dans l'entreprise individuelle. Dans une société, le dirigeant peut être poursuivi pour abus de biens sociaux. Si dans sa gestion, par exemple, il est amené à poser des actes de gestion qui ne relèvent pas de l'objet social de l'entreprise, okay? On peut le poursuivre pour abus de biens sociaux. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une entreprise, puisque l'entreprise lui appartient. C'est son patrimoine, il peut en faire ce qu'il veut et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit dans ce domaine-là. Troisième élément, en contrepartie, les patrimoines professionnels et personnels sont juridiquement confondus ici. Vous ne pouvez pas dire que l'entreprise est là, moi je suis là, donc le bâtiment de l'entreprise, ce n'est pas mon bâtiment. En cas de pépin, on peut peut-être saisir le bâtiment de l'entreprise et pas mon bâtiment. Non, le bâtiment de l'entreprise vous appartient, okay? Puisqu'ici, c'est une seule personne qui est reconnue, donc c'est la notion d'unicité de patrimoine ici qui est mise en avant. Okay? Maintenant, pour des soucis pratiques dans la gestion, pour éviter un peu aussi de confondre, comme on dit, sa poche avec l'entreprise, on peut être amené à raisonner comme si l'activité est là et moi je suis à côté, donc je n'ai rien à voir avec l'activité. Donc l'entreprise a son compte professionnel à la banque, une caisse qui lui est propre, okay? Donc que je dois distinguer avec ma poche. Donc je ne peux pas manipuler la caisse comme cela bon me semble. Donc je vais me discipliner un peu pour dire ça c'est l'entreprise, ça c'est moi, donc je n'ai pas le droit de toucher, même si vous avez le droit, puisque c'est votre patrimoine. Mais c'est pour définir des règles de gestion qui vous permettent de vous discipliner un peu dans la gestion de votre entreprise. Okay? Donc, ce qui fait que dans la pratique, on peut créer deux comptes bancaires. On peut créer un compte à son nom, qu'on va appeler compte personnel, et un compte professionnel pour l'entreprise individuelle. Et encore une fois, les deux comptes appartiennent à la même personne. D'ailleurs, quand vous avez des soucis avec les impôts, ils vont envoyer ce qu'on appelle un ATD, avis à tiers détenteur. Vous savez que quand vous devez de l'argent aux impôts, donc quand ils auront épuisé les procédures de recouvrement, l'ultime étape sera de saisir vos comptes bancaires. Et dans ce cas, ils envoient un document à la banque qu'on appelle ATD, avis à tiers détenteur. Donc, ils vont circulariser à toutes les banques pour dire partout où il y a un compte où il y a le nom de Mamadou Fall, okay, propriétaire de l'entreprise Fall Distribution par exemple, okay, saisissez ce montant-là parce qu'il nous doit 5 millions, il nous doit 2 millions, etc. Donc la banque va saisir votre compte. Donc là, si vous vous dites non, ça c'est mon compte personnel et ça c'est le compte de l'entreprise, non. Juridiquement, c'est la même chose, c'est le même patrimoine. Okay? Donc encore une fois, c'est pour des raisons de discipline budgétaire ou de gestion qu'on peut être amené à créer un compte distinct de son compte personnel où on ne manipulera que des opérations d'ordre privé qui n'ont rien à voir avec l'activité professionnelle de l'entreprise. Si j'ai besoin d'acheter un sac de riz, je vais utiliser mon compte personnel. Si j'ai besoin d'acheter des fournitures de bureau pour l'entreprise, je vais utiliser le compte professionnel de l'entreprise. Okay? Bon, maintenant, dans la pratique, vous avez les gens qui n'ont pas cette culture comptable-là, qui mélangent tout. Hein. Dans les comptes bancaires, vous voyez toutes sortes d'opérations, parfois, qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Mais comme c'est une entreprise individuelle, la loi leur permet de le faire. Hein. Ici, il n'y a pas de distinction de patrimoine entre deux entités. C'est clair?
Bon, n'hésitez pas à partager votre expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, cette unicité de patrimoine fait que l'entreprise est responsable des dettes de l'entreprise sur l'ensemble de ses biens. Vous avez beau séparer les entités, entre guillemets, mais s'il y a un souci des dettes par rapport à d'autres personnes et que l'activité, la trésorerie n'arrive pas à rembourser, cet associé-là peut saisir, à travers un tribunal bien sûr, vos biens privés. Okay? Il peut aller prendre votre immeuble, votre voiture, vos mobiliers, et quelqu'un disait d'ailleurs, même votre petit déjeuner, si vous trouvez en train de prendre votre petit déjeuner. Parce que tout ça, c'est lié à la confusion de patrimoine. Donc ça, c'est l'un des principaux dangers d'être en entreprise individuelle. Il n'y a pas de forme idéale, encore une fois. Chaque forme juridique a ses avantages et ses inconvénients. C'est à vous maintenant dans le choix de peser le pour et le contre et de choisir, mais en essayant de minimiser les inconvénients. Mais le risque zéro n'existe pas puisque nous ne sommes pas dans un monde parfait. Donc voilà les grosses contraintes de l'entreprise individuelle. L'autre avantage également, c'est que les formalités de création sont réduites au minimum. Je pense que ça fait partie d'un des critères qui l'ont poussé à aller vers l'entreprise individuelle, puisque pour être un entrepreneur individuel reconnu légalement, il suffit simplement de s'immatriculer au niveau du registre de commerce. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de règlement intérieur. Okay? Il y a juste aller au niveau du greffe, s'inscrire, et puis déclarer son activité et la personnalité juridique, elle naît. Donc la personnalité juridique dont on a parlé au début naît à partir de l'immatriculation au niveau du registre de commerce. Tant que vous n'êtes pas immatriculé au registre de commerce, vous n'avez pas de personnalité juridique. Même si vous commencez à exercer, on verra plus tard les conséquences de cela, de ne pas s'immatriculer au registre du commerce. Okay? C'est la première pièce maîtresse, okay, sur le plan juridique pour bénéficier de la personnalité juridique, que ce soit en entreprise individuelle, en société ou en groupement d'intérêt économique. Okay? Alors, donc, un petit récapitulatif. Il y a combien d'associés dans une entreprise individuelle? Un seul. D'ailleurs, associé, c'est le terme générique qu'on utilise, mais ici, on ne peut même pas parler d'associé. Donc, c'est une seule personne, soit il est commerçant, il est artisan, il est agriculteur ou prestataire de services. Donc, il est seul, il s'immatricule au registre de commerce à son nom. Il peut choisir un nom commercial, mais ça, c'est pour vendre son activité. Mais ce qui est reconnu juridiquement, c'est lui, en tant que personne physique. Okay? Alors, l'autre chose également qu'on ne fait pas beaucoup dans nos pays, c'est que le registre de commerce est une sorte de carte d'identité de l'activité et de l'entrepreneur. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification dans votre vie, vous devez également modifier le registre de commerce. Donc, d'ailleurs, dans le registre de commerce, on vous demande si vous êtes marié avec enfant à charge. Est-ce que dans votre couple, c'est la séparation de biens que vous avez choisi ou bien la mise en commun de biens, etc. etc. Okay? Et chaque fois qu'il y a un changement, vous devez aller au niveau du greffe et faire une déclaration modificative du registre de commerce et mettre les nouveaux éléments. Si vous changez d'adresse, il faudra le faire également. L'objet également figurera dans le registre de commerce. Quelle est votre activité commerciale? Qu'est-ce que vous devez faire comme activité, ainsi de suite. Donc, l'agriculteur également, s'il doit exercer, peut, en tant qu'entrepreneur individuel, doit s'immatriculer. Quelles sont les formalités de constitution selon vous? Je crois que je l'ai dit. Très simple, c'est l'immatriculation au registre du commerce. Alors, ceux qui exercent dans nos villes, pour la plupart, selon vous, est-ce qu'ils ont le registre de commerce? Pour la plupart, non. Voilà, donc ce sont ces gens-là qu'on appelle l'informel, okay, parce qu'ils n'ont pas souscrit aux obligations déclaratives
légale, notamment l'immatriculation au registre de commerce. Après, l'informel, ce n'est pas seulement parce qu'on n'est pas immatriculé. Hein. On peut être immatriculé, avoir son registre de commerce et continuer à être dans l'informel. Donc, si on prend la définition de l'ANSD, c'est quoi l'informel? Puisque récemment, on a mesuré le degré d'informalité de notre économique. Ils se sont basés sur quoi? La feuille de présence, je pense, par là, devant. Ils se sont basés sur quels critères pour définir l'informalité? Il faut lire, hein? Il faut s'informer. Il n'y a pas que Instagram dans la vie. Hein? Donc l'informalité est définie par toute unité de production industrielle, on va dire. Okay? Donc toute entité économique de production installée dans le territoire national qui ne produit pas une comptabilité formelle reconnue par le SYSCOA. Donc c'est comme ça que l'ANSD a défini. Parce que vous savez que si on doit faire un recensement, une enquête, on doit quand même avoir des critères de définition. Ce qu'on veut capter, c'est sur la base de tels critères. Donc le critère E de définition qu'ils ont retenu, c'est que si vous ne tenez pas une comptabilité formelle, vous êtes considéré comme informel. Même si vous avez un registre de commerce, même si vous avez un INEA, du moment que vous ne tenez pas une comptabilité formelle, vous êtes considéré comme étant dans l'informel. Pourquoi insister sur le mot formel? Parce que ces gens-là, ils tiennent quand même un brouillon de comptabilité. Hein. Ils ont des cahiers sur lesquels ils mentionnent le chiffre d'affaires, les entrées, les sorties, etc. Mais ce n'est pas une comptabilité formelle, puisque la comptabilité formelle est régie par le SYSCO-WADA, le système comptable ouest-africain. Donc l'OWADA revient ici encore. Tout à l'heure, je disais qu'on est régi dans l'activité que vous allez mener par l'acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et GIE. Il y a également un acte uniforme portant sur la comptabilité et l'information financière, donc qui régit tout ce qui est comptabilité. Okay. Vous avez fait la comptabilité, il me semble. Hein? Voilà, donc on vous a certainement parlé de cela. Donc, tous les principes qui avaient été dégagés lors de ce module-là, c'est des principes qui ont été puisés dans l'acte uniforme sur le droit comptable. Donc voilà, ensuite, quel est le capital minimum exigé pour la création d'une entreprise individuelle? Il y a un capital ou pas? Non, il n'y a pas de capital, pas de capital imposé. Encore une fois, ici, la garantie, ce n'est pas le capital, mais c'est l'entrepreneur. Okay. La responsabilité de l'entrepreneur, pour vous, elle est engagée à tout moment ou pas? Ou est-ce qu'il est protégé? Le créateur est personnellement et indéfiniment responsable sur ses biens propres, des dettes de l'entreprise. Donc, dans le cadre de l'exercice de l'activité, il contracte des dettes, mais il met également en avant son patrimoine privé qui est engagé et qui peut être donc saisi par les créanciers pour se faire rembourser. Donc ça, c'est un gros risque. Est-ce qu'il y a des parts à céder? Non, déjà quand on constitue, il n'y a pas de parts. Hein? Les parts, c'est dans le cadre des sociétés. Donc l'entrepreneur peut librement céder son affaire. Donc ici, il ne vend pas des parts, mais il vend un fonds de commerce. Donc si vous avez constitué votre entreprise, vous avez démarré l'activité, vous êtes constitué un patrimoine. Quand vous allez le vendre, c'est le fonds de commerce que vous allez vendre. Dans le fonds de commerce, évidemment, il y a ce qu'on appelle les éléments corporels et les éléments incorporels du fonds de commerce. Il y a le nom commercial déjà, la clientèle, l'achalandage, etc. etc. Okay? Et le stock, donc les biens corporels qui sont compris dans le fonds de commerce. Donc, vous avez créé votre entreprise individuelle. Vous avez la possibilité d'arrêter l'activité et de céder le fonds de commerce à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai mon entreprise, votre activité m'intéresse, vous n'avez plus envie de continuer. Vous évaluez votre fonds de commerce et vous me le vendez. Et moi, je l'acquiers et ça devient ma propriété et ça rentre dans le patrimoine de
de ma société. Donc, dans ma société, au niveau de mon bilan, puisque vous avez déjà fait la comptabilité, ce fonds de commerce-là, il est où? Au niveau des immobilisations incorporelles. Très bien. Où ça? Au passif? À l'actif. OK? Puisque le patrimoine se trouve à l'actif. Très bien. Donc, à chaque fois que vous voyez fonds de commerce sur un bilan, dites-vous bien que c'est une acquisition, un fonds de commerce. Quand vous créez, votre fonds de commerce, ça n'apparaît pas sur votre bilan. C'est quand vous achetez le fonds, OK, qui est un élément incorporel que vous mettez dans votre patrimoine. OK. Organe de direction, qui dirige l'entreprise? Une seule personne, l'entrepreneur est seul patron de son business. Donc voilà un peu pour les caractéristiques de l'entreprise individuelle. OK. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients. Donc au niveau des avantages, frais de démarrage peu élevés. Je crois que pour le registre de commerce, ça tourne autour de 10 000, 12 000, quelque chose comme ça. Si c'est avec un nom commercial, 20 et quelques mille francs. Vous êtes propriétaire directement en charge du processus décisionnel. Donc, si vous devez prendre une décision, vous n'avez pas à vous référer à qui que ce soit, puisque c'est votre propre affaire. Vous pouvez démarrer avec un fonds de roulement minimum nécessaire. Lui, il n'avait pas 1 million, mais ça ne l'a pas empêché de créer son entreprise. Donc, il a opté pour l'entreprise individuelle parce qu'il n'avait pas besoin de démarrer avec 1 million. Tous les bénéfices vont aux propriétaires. On le verra quand on va aborder les aspects fiscaux. Donc, quand vous êtes propriétaire de l'entreprise, les résultats que vous dégagerez vous appartiennent à 100%. Vous n'avez pas à les partager à qui que ce soit. Donc, c'est vous qui allez être imposé sur le résultat que vous aurez acquis à la fin de l'exercice. Donc, tous les bénéfices vous appartiennent. Il n'y a pas de partage puisque vous êtes seul. Il n'y a pas un autre associé. Quels sont les inconvénients? La responsabilité limitée, on engage son patrimoine personnel. L'absence de continuité dans l'entreprise en l'absence de propriétaire. Bon, ça aussi, c'est un gros inconvénient. Généralement, l'entreprise est résumée à une seule personne. Ça tourne autour d'une seule personne. Même si souvent, il peut y avoir des collaborateurs derrière, généralement, quand le patron n'est pas là, tout est bloqué. Ça, c'est un peu le propre de l'entreprise individuelle. Donc, puisque tout tourne autour du propriétaire. S'il est malade, l'activité pratiquement s'arrête. S'il voyage, la même chose. Il faut attendre que le patron soit là pour signer, etc. Après, on peut s'organiser quand même pour déléguer certaines tâches. Mais quand on est seul, en général, dans l'entreprise individuelle, c'est ça la difficulté. Tout repose sur une seule personne. Ce qui fait d'ailleurs, qui a comme conséquence la difficulté de mobiliser des capitaux. Généralement, les banques ne s'engagent pas tellement quand il s'agit d'une entreprise individuelle. Ou à défaut, elles vont demander des garanties supplémentaires, pas uniquement sur l'activité, pour se protéger. Parce que l'entrepreneur peut disparaître à tout moment. L'entrepreneur, s'il tombe malade, l'activité également peut baisser, donc ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre inconvénient qu'on peut retrouver dans le cadre de l'entreprise individuelle. Donc vous allez voir les avantages, les inconvénients, les comparer avec les autres types de structures et partant de là, vous choisirez. L'autre avantage aussi, c'est que le choix n'est pas définitif. Aujourd'hui, il peut démarrer avec une entreprise individuelle. Quelques années après, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu qui font qu'il doit progresser dans le choix. Il peut changer, prendre une autre forme juridique qui convient au moment. Y a-t-il des questions sur l'entreprise individuelle? Oui, le micro, s'il vous plaît. Monsieur, quelles sont les formalités en fait procédées pour passer d'une entreprise individuelle à une société anonyme unipersonnelle? D'accord. Vous retenez votre question. Quand on va aborder les aspects liés aux sociétés,
Après, on verra quels sont les mouvements possibles entre ces types de structures-là. OK? Je ne vais pas trop anticiper. OK, je retiens. C'est une bonne question. Autre question. En ligne, il y a quelqu'un? Oui, il y a deux questions ou une question. Donc, je commence par M. Eliman Gueye, qui demande quelle est la différence entre le fonds de commerce et l'entreprise elle-même. OK. Et je continue. Il y a M. Diouf, ou Mme Diouf, je pense que c'est M. Diouf. Donc là, il demande, sa question est de savoir quelle est la suite des procédures une fois que le NINEA et le numéro de registre il est incomplète. Okay. C'est incomplète. Okay. Je pense qu'on peut répondre sur la première question. Il va compléter la seconde. D'accord. Voilà. Pour la première question, dans le cadre de l'entreprise individuelle, toute l'activité est considérée comme son fonds de commerce. Okay? Quand il va le céder, okay, c'est en ce moment qu'il va céder l'entité qu'on appelle fonds de commerce. Maintenant, le fonds de commerce en lui-même, il est composé d'éléments corporels et incorporels. Les éléments incorporels, c'est les éléments qui ne sont pas palpables. Okay? Donc, c'est la licence, par exemple, c'est le brevet, c'est le nom commercial, c'est l'achalandage. Okay? Je vends mon fonds de commerce parce qu'il est bien placé, il est bien garni, etc. La clientèle également fait partie du fonds de commerce. Okay? Ça, ce sont les éléments incorporels du fonds de commerce. Après, à l'intérieur, vous avez les éléments corporels, okay, qu'on peut matérialiser par le toucher. C'est les bâtiments, le mobilier, matériel de bureau, etc. Okay? J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a Pour la deuxième question, on va y revenir vers la fin. On a des diapos prévus pour cela, pour les procédures à faire une fois qu'on a le NINEA. Oui. Bon, est-ce qu'il y a une différence entre le NINEA et l'immatriculation? Est-ce qu'il y a une différence entre le NINEA et l'immatriculation? Quelle immatriculation? Parce que le NINEA aussi, c'est une immatriculation. Hein? Vous voulez parler du registre de commerce? Ou bien? OK. Donc, le registre de commerce, c'est un document juridique qui est délivré par le greffe du tribunal du commerce. Donc, c'est la carte d'identité de l'entreprise. OK? Ou l'acte de naissance même, on peut dire. OK? C'est avec ça qu'on peut savoir si l'entreprise a la personnalité juridique ou pas. OK? Donc, la première pièce à chercher, c'est le registre de commerce. Et vous vous immatriculez auprès du greffe du tribunal de commerce de Dakar, si vous êtes à Dakar, par exemple. Okay? Le NINEA, ça signifie numéro d'identification nationale des entreprises et des administrations. Donc ça, c'est une autre forme d'immatriculation qui est mise en place par l'administration, okay? Notamment fiscale, qui permet maintenant de recenser ces entreprises-là pour leur attribuer un numéro. Et c'est ce numéro-là qui va vous servir d'identité fiscale au niveau de l'administration fiscale. Okay? Mais pour obtenir le NINEA, il faut d'abord avoir le registre de commerce. Donc, une fois que vous avez créé votre entité, vous avez le registre de commerce. La deuxième étape, c'est le numéro d'identification, le NINEA, okay, qui est un numéro qui renvoie plus aux aspects fiscaux. Mais pas que, hein, parce qu'au niveau de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale également, ils ont besoin de ce numéro-là. Ça, c'est votre numéro d'identité, on va dire, okay, auprès de l'administration, que ce soit l'administration fiscale, douanière ou l'administration sociale, notamment l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Okay? Donc, dans les réformes en cours, on est en train d'unifier ce numéro-là. Pour dire que si vous avez votre NINEA, c'est ce numéro-là que vous utilisez pour être reconnu par toutes les administrations avec lesquelles vous serez en contact. Que ce soit l'administration fiscale, douanière, sociale, administrative, etc., etc. Ça va être un peu le numéro d'identification national de l'entreprise, comme votre numéro d'identité national. Okay? Donc, le NINEA, c'est un document important également. Quand vous exercez, vous devez l'avoir. Et c'est pour tout le monde, aussi bien pour les entreprises commerciales, non commerciales, pour l'administration. Okay? L'administration également, les entités de l'administration doivent avoir
un INEA. Les associations doivent avoir un INEA. Les entreprises commerciales également. Et les entreprises qui ont pour objet civil également doivent avoir un INEA. Donc, les entreprises qui relèvent du Code des obligations civiles et commerciales ne s'immatriculent pas au registre de commerce. Quand vous êtes médecin, vous n'êtes pas au niveau du registre de commerce. Vous avez une autorisation qui vous est délivrée par l'ordre pour exercer votre activité, par le ministère, pardon, pour exercer votre activité. Ce qui va faire un peu l'équivalent du registre de commerce. Le registre de commerce, c'est pour les entités qui ont une vocation commerciale. Qu'on soit entreprise individuelle, société commerciale ou GIE, on doit s'immatriculer obligatoirement au registre de commerce. Okay? Pour les activités civiles, là, ça relève des domaines de compétences dont relève votre activité. Okay? Le vétérinaire, le médecin, l'expert comptable, l'avocat, etc., eux, ils vont avoir peut-être des autorisations d'exercer. Autre question pour l'entreprise individuelle. Donc, on voit ici, le principal avantage, c'est la simplicité et l'indépendance également. Très peu de moyens, puisqu'il n'y a pas de capital. On peut démarrer avec 0 francs. Facile à créer, juste s'immatriculer au registre de commerce. Okay. Indépendance également dans la gestion. Donc, il y a une certaine souplesse dans le fonctionnement, aussi bien dans la constitution que dans le fonctionnement de l'entreprise. Et à la fin, tous les bénéfices vous reviennent, donc vous n'avez pas à partager. Sauf qu'il y a un associé qu'on ne voit jamais, c'est qui est partout. C'est l'État. Okay? Donc quand vous êtes entreprise individuelle, l'État n'est pas associé. Mais à la fin, au moment de partager les bénéfices, il va prendre quelque chose. Ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. C'est valable également pour les sociétés. Pourquoi c'est un associé, l'État, même s'il ne figure pas sur vos documents? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? En principe, dans la définition de l'associé, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Et à la fin, pour partager avec vous les bénéfices. Qu'est-ce que l'État apporte? Ne me dites pas rien quand même. Le fait que vous soyez là, les chaises sur lesquelles vous êtes assis là, hein, l'État apporte. Pour exercer votre activité, vous avez besoin d'un environnement de sécurité, d'un environnement des affaires propice, etc. Okay? L'électricité, les routes, les hôpitaux, l'enseignement, le PSEJ, etc. Hein? Ça, c'est important. Donc, c'est un apport important que vous ne pourriez pas individuellement apporter. Okay? Donc, comme l'État également a apporté cela, il a, à la fin, droit à un partage. Ce n'est même pas un partage, c'est une contribution de votre part pour que l'État puisse continuer à exercer ses domaines de compétences, puisse continuer à construire des routes pour vous et les futures générations qui vont venir, construire des hôpitaux, des écoles, etc. etc. Okay? C'est comme ça qu'il faut percevoir l'impôt. Je suis en train d'anticiper. Chaque fois qu'on parle d'impôt, là, les gens... Vous n'avez pas payé des impôts en vous. Hein? On a une question en ligne. Oui. Donc c'est M. Diouf qui revient. Donc il disait quelle est la suite des procédures une fois que le NINEA et le numéro de registre de commerce obtenu. Et si ces deux papiers suffisent pour être reconnus comme entreprise individuelle. OK. Donc, pour la deuxième partie de sa question, il suffit d'avoir le registre de commerce pour être reconnu comme entreprise individuelle. Même sans NINEA, du moment qu'on a le registre de commerce, on est déjà entreprise individuelle. Maintenant, la suite, c'est d'autres procédures liées à d'autres réglementations. Le NINEA, c'est la réglementation de l'administration qui vous dit, une fois que vous avez créé une entité, vous devez vous immatriculer au NINEA, au fichier du NINEA, le numéro d'identification, pour qu'on puisse vous identifier. C'est pour ça qu'on l'appelle numéro d'identification national des entreprises et des administrations. Donc c'est valable pour tout le monde, qu'on soit une structure privée ou une structure publique. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, vous avez d'autres types d'immatriculation qui sont spécifiques. On le verra, je ne vais pas anticiper, mais il y a une partie du cours qui est consacrée à cela
On va vous donner les procédures qu'il faut faire par la suite. Une fois que vous avez créé l'entreprise, qu'est-ce qui va venir après? Okay. Donc, on garde une partie de sa question pour la fin. On va y répondre, Inch'Allah. D'accord, merci. OK. Alors, le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est d'aller en groupement, notamment sous forme de société. Donc, créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Okay? Vous êtes associé personne physique, vous créez une société qui a également une personnalité juridique distincte de la vôtre. Donc ici, on a deux personnalités juridiques, l'associé ou les associés et la société en tant que personne morale. Donc, en conséquence, l'entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficulté, en l'absence de faute de gestion grave qui pourrait être reprochée aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers et naturellement des associés seront à l'abri de l'action des créanciers de l'entreprise. Donc voilà l'un des gros avantages de la société, c'est la protection du patrimoine privé des associés ou des dirigeants. Qui leur confère cela? C'est la personnalité juridique dont dispose l'entreprise, qui a son propre patrimoine, donc qui engage son propre patrimoine vis-à-vis des tiers. Okay? Donc ici, les associés ne sont pas concernés, sauf maintenant s'il y a faute de gestion. Si la société est endettée, elle est en difficulté, elle est en liquidation, si on se rend compte que ces difficultés-là sont liées à une mauvaise gestion, en ce moment, on peut évidemment poursuivre les dirigeants, okay? Et contribuer donc au remboursement des dettes. Ça, c'est pour sanctionner un peu leur comportement en déphasage avec les règles de gestion. Il y a quand même une exception à cette règle, on l'a dit, c'est que ce n'est pas valable pour les sociétés en non collectif, dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. Donc, cette règle de protection de patrimoine n'est pas valable pour les sociétés de personnes. Okay? Donc ça, c'est la première exception. Et la société en non collectif en fait partie des sociétés de personnes. Deuxième élément, c'est l'utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l'abus de biens sociaux. Même si vous êtes en société anonyme ou société à responsabilité, pour ces deux types de sociétés-là, vos patrimoines sont privés et donc protégés. Mais si on se rend compte que vous avez mal utilisé les biens de la société à des fins personnelles, vous l'avez utilisé pour acheter, je ne sais pas moi, un yacht par exemple, à des fins personnelles, vous avez fait des voyages à titre personnel qui n'ont rien à voir avec l'activité, ça ce sont des fautes de gestion, c'est des abus de biens sociaux, vous pouvez bien évidemment être poursuivi pour rembourser. Et il peut même y avoir une conséquence pénale là-dessus. Okay. Donc là également, faites attention, hein, ne confondez pas, hein, ne dites pas je suis protégé, je fais ce que je veux. Non, vous êtes en train de manipuler le patrimoine d'une autre personne. On vous a délégué l'utilisation de ces biens-là en tant que dirigeant. Okay? Mais vous les utilisez dans le cadre de la gestion normale ou l'activité normale de l'entreprise, pas en dehors, pas à titre personnel. Si vous le faites à titre personnel, vous êtes en train de fauter et donc on peut vous poursuivre au titre de l'abus des biens sociaux. Alors, quels sont les différents types de sociétés commerciales qui existent? Bon, ça c'est une répétition, on l'a vu, hein, les sociétés commerciales et les GIE sont régies par l'acte uniforme, okay, portant sur le droit des sociétés. Donc c'est un acte qui est entré en vigueur en 1998 et qui a été révisé en 2014. Donc si vous voulez approfondir un peu tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'acte révisé qu'il faudra consulter, celui de 2014 et non celui de 1998 qui a été le premier acte créé. C'est en 1998 que l'OHADA a été mise en place. Donc vous avez deux types de sociétés, les sociétés de personnes, ce sont en l'occurrence les sociétés en non collectif,
les sociétés en commandite simple, la société de fait, la société créée de fait également. Ces sociétés sont caractérisées par l'aspect prédominant du facteur personnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle sociétés de personnes. Donc ici, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les capitaux, mais ce sont les personnes qui constituent la société. Et à contrario, vous avez les sociétés de capitaux, qui sont les sociétés anonymes, la société à responsabilité limitée et la société à action simplifiée. Donc ce sont les trois types de sociétés de capitaux que vous avez par opposition aux sociétés de personnes. Donc, si vous dites que l'entreprise individuelle ne m'intéresse pas, je veux aller en société, là vous avez deux types de sociétés dans vos choix. Soit vous choisissez une société de personnes, soit vous choisissez une société de capital. Et troisième choix, vous avez le groupement d'intérêt économique qui n'est ni une entreprise individuelle, ni une société commerciale. Okay? Donc, mais qui est un groupement qui regroupe plusieurs personnes pour constituer l'entité. Donc, en groupement, voilà les trois types de structures que vous pourrez être amené à choisir. Soit société, soit groupement d'intérêt économique. En société, vous avez deux types de sociétés. Alors, la première société que nous allons étudier, c'est la société anonyme. Alors, c'est une société qui est en général réservée aux projets d'une certaine ampleur, qui demandent quand même des fonds assez consistants. C'est pour ça d'ailleurs son capital est assez élevé. Son capital minimum est de 10 millions. Donc, ce n'est vraiment pas pour les petits projets, quoi. Ça, c'est une des distinctions. Alors, donc, dans ce type de société-là, vous avez la possibilité de la constituer avec un seul associé. Même si dans la définition, on vous dit une société, c'est à partir de 2 personnes. Mais l'ORDA vous donne cette dérogation-là qui vous permet de constituer une société anonyme avec une seule personne. Et il n'y a pas de maximum. On ne va pas vous dire il faut maximum 10 personnes, 15 personnes, non. Il y a un minimum, c'est une personne, et il n'y a pas de maximum. Quelles sont les formalités liées à la constitution d'une société anonyme? Donc, elle est longue et coûteuse. C'est assez lourd quand même. Il faut un notaire avec des statuts. Okay? Et c'est un peu coûteux comparé aux autres types de structures qui sont beaucoup plus légères. Donc, c'est lié un peu aussi à la caractéristique de ce type de structure-là, qui est par nature lourde. Est-ce qu'il y a un capital minimum qui est exigé? Oui, c'est 10 millions au moins en apport. Pardon? Voilà, on va venir un peu sur les exceptions là. Donc, il y a des exceptions également qui sont liées à la spécificité de l'activité. Okay? On le verra par exemple pour la société à responsabilité limitée. Certaines activités ne peuvent pas être constituées en société à responsabilité limitée. C'est le cas des banques et des assurances. Ce capital minimum, c'est 10 millions, c'est un minimum. Tout à l'heure, il disait que pour les banques, c'est plus. Oui, vous pouvez même mettre 1000 milliards si vous voulez. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas le constituer avec moins de 10 millions. Ce capital-là, ce n'est pas un maximum, c'est un minimum. Donc pour la BCAO, pour les banques, c'était avant 5 milliards. Micro. Avant, pour les banques, la BCAO, au niveau de la commission bancaire, ils avaient déterminé ça à 5 milliards. Maintenant, pour mieux se protéger concernant les risques de marché, ils ont augmenté ça à minimum 10 milliards. Voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des règles spécifiques au secteur d'activité. Okay? Le droit dit minimum c'est 10 millions. Vous constituez une banque, vous allez vous dire que c'est minimum 10 millions, mais attention, la banque n'est pas régie que par l'ORDA. Il y a d'autres réglementations qui sont liées à l'exercice de la profession de banque. Donc cette activité-là, en plus
de l'OHADA, vous avez d'autres règles spécifiques qui sont liées à l'activité bancaire et donc qui sont définies par la Banque centrale qui, elle, dit mon minimum c'est 5 milliards ou 10 milliards, je ne sais pas combien vous avez dit tout à l'heure, mais en tout cas au-delà du minimum de 10 millions. Okay. Donc si vous sortez les spécificités de certaines activités, pour l'OHADA, le minimum c'est 10 millions. Donc vous ne pouvez pas constituer une société anonyme avec moins de 10 millions de capital. Maintenant, ce capital peut être en apport numéraire ou en nature. Numéraire, c'est de l'argent que vous apportez. En nature, c'est des biens corporels ou incorporels, okay, que vous amenez pour constituer le capital. Donc ces biens seront valorisés et mis dans le capital. La responsabilité des dirigeants et des associés, responsabilité limitée au montant des apports, responsabilité des dirigeants ou gérants engagés si faute elle est commise. Évidemment, il y a l'exception de cette règle-là. Okay. Pour les associés, évidemment, la responsabilité est limitée au montant des apports, donc du capital qu'ils ont apporté. Autrement dit, ils ne peuvent pas être poursuivis dans leurs biens personnels ou leur patrimoine privé. La cession de parts, ici, elle est libre, sauf clause prévue dans les statuts. Donc, on parlait au début dans la définition de la société de contrat. Ici, le contrat est matérialisé par les statuts. Donc, les associés se réunissent pour rédiger le contrat qui va régir le fonctionnement de l'entreprise, okay, depuis la création jusqu'à la dissolution de l'entreprise. Donc, vous avez dans les statuts un certain nombre de dispositions qui vont régir le fonctionnement de l'entreprise. Maintenant, les associés ont une certaine liberté dans la mise en place de certaines clauses dans les statuts. Une certaine liberté. Il y a certaines dispositions qui sont fixées par l'OHADA. On ne peut pas y déroger. On peut être amené à inclure d'autres clauses, mais à condition que ces clauses-là ne soient pas contraires au droit public, comme on dit, hein? C'est-à-dire ici l'acte uniforme. Donc, dans la cession des parts, ici, ce sera des actions, elle est libre a priori, si les statuts ne prévoient pas le contraire. Donc, à la Constitution, je suis actionnaire. J'ai 1000 actions. Je peux à tout moment vendre mes actions à quelqu'un d'autre. Okay? Donc, on n'a pas besoin de se réunir, de voter pour dire que oui, vous pouvez sortir maintenant, vous pouvez vendre vos actions. Non, c'est une liberté qui est conférée à ces associés-là. L'organe de direction ici, c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui élit un conseil d'administration qui désigne un président directeur général. Donc, dans les sociétés anonymes, vous avez l'Assemblée générale qui chapeaute. Ensuite, le conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui nomme maintenant le dirigeant. Le président, c'est qui? Il est président de quoi? Il est président du conseil d'administration et également de l'Assemblée générale. Okay? Le DG, lui, il a une fonction technique. C'est le directeur général de l'entreprise. C'est à charge, lui, quotidiennement, de gérer les activités de l'entreprise. Quand on vous dit PDG, ça veut dire que le président, il cumule à la fois les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société. Donc le terme PDG, c'est ce que cela signifie. On préside les réunions du conseil et de l'assemblée, mais en même temps, on est le dirigeant, pas le propriétaire, le dirigeant. On est le dirigeant. Le directeur général, c'est le dirigeant. Les propriétaires, c'est les actionnaires dans le cadre d'une société anonyme ou les associés dans le cadre de la société à responsabilité limitée. Donc, les actionnaires se réunissent en assemblée générale des actionnaires. Okay? Ils mettent en place un conseil d'administration. Donc, on va élire les gens. On va dire, vous êtes le président, vous êtes le vice-président, vous êtes le trésorier, etc., etc. Ensuite, le conseil d'administration va désigner un dirigeant. Ça peut être le président lui-même, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais le dirigeant, ce n'est pas forcément aussi un actionnaire. Il peut être un non-actionnaire. On peut prendre quelqu'un qui n'est pas dans l'actionnariat,
on va le nommer directeur général. Okay? Mais tout ça doit se décider en conseil d'administration et validé par l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, une fois qu'on a constitué la société, on a commencé à exercer l'activité, il y a d'autres obligations qui pèsent sur la société. C'est la publication. Donc, les comptes doivent être déposés à la fin de chaque année. Ici, il s'agit du bilan, du compte de résultat, donc globalement appelé les états financiers, et les rapports à l'Assemblée générale. Okay? Donc, vous avez obligation de tenir une comptabilité. C'est obligatoire, la comptabilité. Ce n'est pas un choix. Quelle que soit la nature de la structure que vous aurez à choisir, dites-vous que la comptabilité est une obligation légale, aussi bien pour le commerçant, entreprise individuelle, que pour les sociétés. Okay? Il y a même des sanctions pénales, le fait de ne pas tenir une comptabilité. Dans le cas des sociétés, c'est encore beaucoup plus lourd et exigeant. Donc, à la fin de l'année, vous, le dirigeant, vous devez établir les comptes annuels de l'entreprise. Votre comptable va éditer les états financiers. Quand on dit état financier, c'est le global. C'est le bilan, le compte de résultat, les tableaux financiers et les annexes. C'est ça les états financiers. Ces états financiers, maintenant, on le verra, devront être certifiés par un expert comptable, qu'on va appeler commissaire aux comptes. Donc, une fois que vous avez les états financiers certifiés, le commissaire aux comptes va établir son rapport. Vous devez convoquer l'Assemblée générale des actionnaires. Bon, d'abord le conseil d'administration qui va statuer sur les comptes et ensuite présenter à l'Assemblée générale pour approuver, puisque, encore une fois, c'est l'instance suprême qui chapeaute les organes de direction. Et c'est là maintenant où vous allez rendre compte de votre gestion. Vous allez présenter votre rapport pour dire, voilà, vous m'aviez confié la gestion de l'entreprise, voilà ce que j'en ai fait durant l'exercice civil comptable. Entre le 1er janvier au 31 décembre, voilà ce qui a été fait. Vous présentez les comptes, vous lisez, il vous pose des questions, vous répondez, etc. Le commissaire aux comptes également, qui va produire son rapport, sera présent et au Conseil et à l'Assemblée générale pour présenter son travail, parce que lui, il a un travail de quoi? Le commissaire aux comptes, c'est quoi son travail? En fait, c'est de certifier. C'est d'auditer les comptes et éventuellement de les certifier. Je dis éventuellement, puisque la certification également peut se faire avec des réserves. Soit il certifie avec réserve, ou certifie sans réserve, ou il ne certifie pas du tout. Si vraiment les dégâts sont importants, il ne va pas engager sa responsabilité. Et donc, pourquoi on a besoin d'un commissaire aux comptes dans le cas de ce type de structure-là? Oui, derrière. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularité dans la gestion comptable. Très bien, il a un rôle de contrôle. Rappelez-vous, le dirigeant, on lui a délégué. Ce sont les associés, donc les propriétaires de l'entreprise qui lui ont délégué la gestion. Alors, mais on lui a délégué la gestion, il doit rendre compte. Et on doit s'assurer également que ce qu'il nous raconte, c'est la vérité. Comme nous, associés ou actionnaires, on n'était pas là, on ne va pas forcément prendre sa parole pour de l'argent comptant. Donc, on va prendre un tiers qui est extérieur à l'entreprise, donc qui a un œil indépendant, qui va venir auditer les comptes et nous rassurer. Donc, on a un rôle de contrôle de ce que le dirigeant fait ou a dû faire. Donc, lui, il est indépendant. C'est pour ça que le commissaire aux comptes, il ne peut pas être un salarié. Il est obligatoirement un indépendant. Il ne peut pas être juge et partie. Il est en dehors de l'entreprise, il vient en mission de contrôle, il fait son audit, il relève éventuellement des irrégularités, il le consigne dans un rapport et il le présente à l'Assemblée générale. Le dernier mot revient aux actionnaires, pas aux dirigeants. Le dirigeant, il rencontre, le commissaire aux comptes, il rencontre et on va statuer en Assemblée générale des actions. Maintenant, on va voter
Chacun va donner son avis. On va délibérer et maintenant donner la décision. Donc, la désignation ici du commissaire aux comptes est obligatoire pour les sociétés anonymes. Donc, autre lourdeur, hein? Évidemment, c'est un coût, le commissaire aux comptes. Il ne le fait pas pour vos beaux yeux. Il va demander de l'argent pour la mission qu'il aura accomplie. Donc, il a un tarif qu'il va vous facturer, vous allez le payer. Donc, ça fait partie des critères de décision, puisque, évidemment, il y a une charge supplémentaire qui pèse, tout simplement parce que vous avez choisi une société anonyme. Même si vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous faites une perte, le commissaire aux comptes doit passer. Il fait son commissariat, il fait son rapport, il vous facture et vous payez ses honoraires. Que vous fassiez un chiffre d'affaires ou pas, que vous fassiez un bénéfice ou pas. Il est là tout simplement parce que vous avez créé une société et la loi dit, quand vous êtes en société anonyme, obligatoirement, il faut un commissaire aux comptes. Donc pour vous, ça devient un critère parmi les critères, même si on ne l'a pas cité dans la liste des critères. Okay. Alors, donc, ici, le principal avantage qu'on peut tirer de la société anonyme, c'est que les gages de sécurité pour les investisseurs et les banquiers en général. Donc, quand même, une société anonyme, on a vu que c'est du sérieux. Parce que c'est encadré, il y a des textes qui sont là, il y a des statuts, il y a des organes qui sont bien définis, un conseil d'administration, une assemblée générale, il y a des contrôles à faire, l'assemblée générale qui contrôle le dirigeant, il y a le commissaire aux comptes qui contrôle le dirigeant, etc. Donc tout ça, c'est encadré, c'est formalisé. Donc ça, c'est un gage de sécurité pour le banquier ou l'investisseur. Il saura que dans cette société-là, quand même, on ne peut pas se permettre n'importe comment. Les états financiers que le banquier va demander, il s'assurera que c'est des états financiers qui sont certifiés, donc validés par un expert comptable. Donc on appelle commissaire aux comptes. Donc, par contre, quand même, le principal inconvénient, c'est la lourdeur, le coût. Déjà, le capital de départ, 10 millions. Pour un promoteur qui vient de démarrer, quand même, ça peut constituer un frein, une contrainte. Il y a le contrôle, le commissaire aux comptes également, qui est un coût. Et même le fonctionnement aussi. Hein. Que vous fassiez un chiffre d'affaires ou pas, vous devez convoquer l'Assemblée générale, le conseil d'administration, rédiger des PV, des rapports, etc., etc. Donc tout ça, c'est parfois un excès de formalisme pour les micro-activités que vous peut-être serez amené à démarrer. Donc on peut dire, pour une activité qui vient de démarrer, ce n'est pas forcément la formule adéquate. Je ne dis pas de le faire, mais je pense que ce n'est pas très très bien conseillé pour une petite activité qui vient de démarrer. Donc, on est en train de répondre petit à petit à la question, quelle est la meilleure formule? Okay? Donc là, je donne les orientations. Déjà, à la lecture du coût-avantage, on se rend compte que pour certaines activités, ce n'est pas la forme adéquate, appropriée. Maintenant, si on a un gros projet qui réclame quand même des investissements très lourds, beaucoup de financement, etc., il est certain que la forme appropriée, ça peut être la société anonyme. Parce que souvent, les investisseurs, pour les engager, ils ont besoin de sécurité derrière, puisqu'ils ne seront pas là au quotidien. Eux, ils apportent l'argent et ils attendent pour voir. Donc, ils ont besoin derrière quand même qu'il y ait un minimum d'encadrement pour que tout ne va pas dans les sens, quoi, dans tous les sens. Okay? Donc, généralement, les investisseurs, à certains niveaux, quand même, préfèrent que ça soit une société anonyme, okay, qui offre certaines garanties. Oui. Le capital social apporté par les actionnaires, ça peut être de l'argent emprunté à la banque. Oui. Ça peut être de l'argent. Ici, c'est vous, en tant que personne physique, qui apportez. Peu importe comment vous avez obtenu cet argent-là. Hein. Okay. Vous avez emprunté à la banque, à une autre personne, vous avez pris dans votre épargne, vous avez vendu votre maison, vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour obtenir... Enfin, libre entre guillemets. Okay? Maintenant, si vous apportez votre argent, à ce moment, c'est votre argent que vous avez apporté. On ne se soucie pas de comment vous avez obtenu cet argent-là. Est-ce que vous l'avez emprunté ou pas? Ça, c'est autre chose.
Okay. Donc, vous pouvez emprunter pour participer à la constitution de la société. Donc, c'est votre argent propre. Tout comme vous pouvez dire, je n'ai pas de numéraire, je n'ai pas d'argent, j'apporte un bien qui peut être matériel ou immatériel. Je peux apporter un logiciel, par exemple, on va le valoriser. Je peux apporter un immeuble, je peux apporter des ordinateurs, du mobilier de bureau, etc., etc. Je peux apporter du stock qu'on va valoriser en numéraire et le mettre dans le capital. Okay. Donc ça, c'est les apports en nature, à côté des apports en numéraire. Bon, après, sur la libération des apports, donc il y a la souscription. Les associés quand même c'est un contrat, chacun va souscrire. Oui, moi j'ai envie de participer. OK. Après, il faut le matérialiser par la libération du capital. Donc vous libérez, le capital est constitué, chacun va libérer à hauteur de sa quote-part. Vous détenez 10%, vous libérerez 10% des 10 millions si le capital est de 10 millions. Maintenant, soit c'est en numéraire que vous l'apportez ou en nature. Si c'est en nature, on va prendre un commissaire aux apports qui va valoriser le matériel que vous avez apporté ou le bien de façon générale et le mettre en capital. Donc la limite c'est 5 millions. Au-delà de 5 millions, il faut un commissaire aux apports. Moins de 5 millions, les associés peuvent convenir librement de la valorisation du bien qui est apporté. Okay. Le commissaire aux apports également, c'est pour un peu garantir les autres actionnaires. Vous pouvez dire que je vais participer au capital, j'apporte mon immeuble. Mon immeuble coûte 100 millions. Nous, autres associés, actionnaires, on n'est pas experts immobiliers. On ne peut pas savoir si l'immeuble vaut 100 millions ou pas. Si on le laisse comme ça, vous risquez éventuellement d'être tenté à surévaluer votre immeuble. Donc, plus votre apport est important, plus votre quote-part dans le capital est important. Donc, ça peut léser les autres actionnaires. Et, ne l'oubliez pas, on le verra, c'est quand vous vous consultez dans la société que vous détenez des quote-parts qui vont vous donner droit au partage du bénéfice. Si vous avez 10% du capital, vous aurez 10% du bénéfice. Donc, quelqu'un qui veut gagner plus, il a intérêt à surévaluer son apport pour détenir plus de parts qu'il n'en détient en réalité. Donc, c'est pour ça, quand ça atteint une certaine valeur, on va demander un expert indépendant qui va évaluer pour dire oui, l'immeuble vaut évidemment 100 millions sur le marché, il fait son rapport et on va se contenter de ça pour le valoriser et le mettre dans le capital. Oui, on peut le dire comme ça, oui, puisque quand il va perdre plus que les autres. Quand l'entreprise va tomber en faillite, ok, évidemment, s'il n'y a pas de bonus de liquidation, c'est celui qui avait apporté le plus qui va perdre le plus par rapport aux autres. Okay. Quand on va partager les bénéfices également, celui qui avait apporté le plus va obtenir plus que les autres. Si vous avez 80% du capital, vous aurez 80% du bénéfice. Mais 80% des pertes également, quand on va les partager, évidemment. Donc voilà la deuxième forme juridique, ou la première dans le cadre des sociétés qu'on va étudier. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit la forme idéale pour vous, sauf exception liée à certaines activités. Mais c'est bon à connaître. Okay? Après, vous pouvez évoluer, vous pouvez commencer en société à responsabilité limitée, passer en société anonyme. Donc, en tout cas, voilà les critères qui s'offrent à vous. Deuxième type de société, toujours dans la catégorie des sociétés de capitaux, c'est la société à responsabilité limitée. Donc, c'est la forme la plus répandue. Généralement, même dans le monde, c'est la forme la plus utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle permet une création d'une société avec un budget peu important. On le verra sur le capital, par exemple. Là où la société anonyme demande 10 millions, la société à responsabilité demande 1 million, voire 100 000 francs, voire même le franc symbolique dans certains cas. L'autre critère qui fait que les gens l'adoptent souvent, c'est que c'est une société qui a un peu un caractère familial.
Donc, on a vu, par exemple, que dans les sociétés anonymes, il y a une liberté de cession. Souvent, les actionnaires peuvent ne pas se connaître. Si vous prenez la Sonatel, par exemple, vous achetez l'action de la Sonatel. Vous êtes peut-être des centaines de milliers d'actionnaires. Vous n'avez pas besoin de vous connaître. Vous avez votre titre, vous pouvez le vendre quand vous voulez, etc. Alors que dans la SARL, c'est différent. Okay? On le verra tout à l'heure. Donc il y a une certaine familiarité qu'on retrouve dans la SARL qui n'existe pas dans les sociétés anonymes. C'est pour ça qu'on l'appelle société anonyme d'ailleurs. Hein? Donc ici, c'est vraiment le capital qui est important, pas les personnes qui apportent le capital. Donc, il a un objet social. Alors, le principe de la liberté pour la SARL indique que toute activité économique peut être constituée sous la forme de société à responsabilité limitée, sauf certains secteurs d'activité tels que les banques ou les assurances qui doivent obligatoirement avoir la forme société anonyme. Donc, on ne peut pas créer une banque ou une assurance avec la SARL. Donc ça, c'est conformément à la législation particulière. L'OHADA ne le dit pas. Cette exception, vous ne la trouverez pas dans l'OHADA, mais vous la trouverez peut-être dans la législation particulière qui régit les banques et les assurances. Qu'en est-il des associés? Donc la SARL peut être constituée par une seule personne, physique ou morale, appelée associée. Associée par le biais d'un acte unilatéral. Ensuite, elle peut être également formée par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Donc, une personne physique, vous, l'être humain, peut créer une société à responsabilité limitée. Soit il est seul, ou bien il s'associe à d'autres personnes. Mais une personne morale également peut créer une société à responsabilité limitée. Est-ce que vous avez compris ça? La Sonatel, qui est une personne morale, donc société anonyme, peut créer une filiale sous forme de société à responsabilité limitée. Donc, soit la Sonatel est actionnaire majoritaire, unique, de cette SARL, ça va devenir une société à responsabilité unique avec associé unique la Sonatel en tant que personne morale. Ou alors la Sonatel va constituer la SARL avec d'autres sociétés ou même d'autres personnes physiques. Donc, dans l'actionnariat, on peut avoir des personnes physiques, êtres humains, comme vous et moi, comme on peut avoir des personnes morales. Évidemment, la personne morale sera toujours représentée par une personne physique. C'est clair. En conseil d'administration, en assemblée générale d'une SARL, quand on va convoquer les associés, l'associé personne physique va se présenter, mais quand on va convoquer la Sonatel, ce n'est pas l'immeuble de la Sonatel qui va se déplacer, ou son enseigne. C'est une personne qui va venir représenter l'associé, qui est la personne morale, notamment la Sonatel. Donc c'est bon à savoir. Hein? Alors, dans l'espace OHADA, les associés d'une SARL peuvent également être des époux ou des interdits mineurs. Bon, on verra plus loin pourquoi ici les époux et les interdits, notamment les mineurs, ne peuvent pas être associés dans certaines sociétés, notamment les sociétés de personnes. Ici, ce n'est pas le caractère de la personne qui est important, c'est encore une fois le capital. Okay? Donc, ce n'est pas une société de personnes, c'est une société de capital. Donc, deux époux peuvent être associés. Okay? Des enfants mineurs également peuvent être associés dans une société à responsabilité limitée. C'est ce qui lui donne souvent ce caractère familial d'ailleurs. La plupart des sociétés à responsabilité limitée que vous voyez, souvent, c'est des familles qui se constituent en société en responsabilité limitée. Okay? Vous pouvez avoir les deux conjoints, comme vous pouvez avoir un conjoint avec ses enfants, même s'ils sont mineurs. Ça, la loi leur permet cela. On verra que ce n'est pas possible dans certains autres types de sociétés. Par rapport au capital, c'est la somme des apports en numéraire ou en nature au moment de la constitution. Donc, on veut créer une société à responsabilité limitée, il nous faut un capital. Okay? On va le choisir entre 100 000 et 1 million, minimum en tout cas. Et chacun va apporter sa contribution et donc aura une quote-part en fonction de son apport
ce capital-là. Okay? Donc, pour la société à responsabilité limitée, dans le principe, les parts doivent être entièrement souscrites. Par contre, pour la libération, on n'est pas obligé de tout libérer. Bon, j'ai peut-être oublié de le dire au niveau de la société anonyme. On peut libérer un quart, le reste pourra être libéré par fraction, dans une limite de 3 ans, je crois. Pour la SARL, c'est possible avec le SYSCOA révisé depuis 2014. Avant, la souscription était entière et obligatoire, intégrale pour tout le monde, et la libération également. Mais maintenant, pour aller toujours dans le sens de la simplification, on vous permet de libérer la moitié et le reste, vous le libérerez plus tard. Donc, si le capital est de 100 000, on vous dit que vous avez la possibilité de libérer 50 000. On ne peut pas considérer que c'est un frein pour la création aujourd'hui d'une société à responsabilité limitée. Si c'est 1 million, on vous permet de libérer la moitié. Peut-être que vous, à l'époque, si on vous avait dit, ou si vous aviez l'information que vous auriez pu libérer la moitié, peut-être vous seriez allé en société à responsabilité limitée. Donc, de plus en plus, le législateur va vers la facilitation de l'environnement des affaires. On ne veut pas que la constitution en société soit un frein pour l'entrepreneuriat. Okay? Après, il y a des garde-fous qu'il faut mettre en place. Bon, une société anonyme, comme on a dit, quand c'est du sérieux, etc. C'est pour ça qu'on a dit on garde toujours les 10 millions et certaines contraintes. Okay? Mais si vous voulez la souplesse, allez-y vers d'autres formes de sociétés qui sont beaucoup plus souples, comme par exemple la société à responsabilité limitée avec un capital minimal et encore la possibilité de le libérer avec la moitié et le reste plus tard. Alors le surplus, si vous décidez de ne libérer que la moitié, intervient en une ou plusieurs fois dans un délai de 2 ans. Dans les 2 ans, quand même, il faut libérer les 50% qui restent. Et cela, c'est à partir de l'immatriculation au registre de commerce, puisque c'est l'immatriculation qui donne la personnalité juridique à l'entreprise. Donc, on a dit également qu'il y a possibilité de le faire en nature. Donc, c'est des apports qui portent sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, mais ils doivent être intégralement libérés lors de la constitution. Donc, pour les apports en nature, là, c'est la totalité qu'on libère lors de la constitution. Il n'y a pas de fractionnement. Le fractionnement n'est valable que pour les apports en numéraire. Hein. Donc, si vous apportez un immeuble, okay, vous n'allez pas dire que je vais apporter la moitié de l'immeuble et dans 2 ans, l'autre moitié de l'immeuble. C'est pareil pour les autres biens corporels ou incorporels. L'évaluation des apports en nature est effectuée en principe par les associés. Cependant, si la valeur de l'apport excède 5 millions, cette évaluation sera réalisée par un commissaire aux apports. Donc, le commissaire aux apports, c'est généralement un expert comptable qu'on va choisir sur le tableau des experts comptables et on va lui confier la mission d'évaluer le bien. Maintenant, ça peut ne pas être son métier. Si vous prenez un expert comptable pour évaluer un immeuble, il ne pourra pas le faire. Il va contacter un expert immobilier qui va valoriser pour lui. Et lui, il va faire son rapport et vous le remettre pour dire que voilà, d'après mes investigations, l'immeuble vaut tant. Et on va se contenter de ça pour valoriser votre apport dans le capital. Donc, pour simplifier la vie également, on a fixé un plancher, quoi. Jusqu'à 5 millions, on peut se passer du commissaire aux apports, puisque lui aussi, c'est de l'argent. Il faut lui payer ses honoraires pour le faire. Donc, moins de 5 millions, on permet aux associés eux-mêmes de valoriser. Vous pouvez amener votre ordinateur, vous dites l'ordinateur vaut 1 million, vous en discutez entre vous. Si tout le monde convient de ce montant-là, on va considérer que vous avez apporté 1 million, on va le valoriser et le mettre dans le capital. Maintenant, si le montant est moins de 1 million et qu'il y a une contestation quand même des associés, rien ne vous empêche de prendre un commissaire aux apports pour vous départager. Puisque c'est un agent assermenté, donc son rapport quand même est valable jusqu'à preuve du contraire. Sur le fonctionnement, la SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants. Un gérant est une personne physique associée ou non.
Donc le dirigeant d'une société à responsabilité limitée est appelé gérant. Souvent on entend des gens dire je suis le directeur de la SARL. Ça n'existe pas. On est gérant d'une SARL. On peut être un gérant ou plusieurs gérants. Dans ce cas, on sera des co-gérants. Le gérant aussi peut être parmi les associés, tout comme on peut prendre un gérant qui n'est pas associé de la société et le nommer gérant. Et là aussi, c'est une assemblée générale qui va se réunir pour désigner le gérant, qu'il soit associé ou non. Le gérant peut être nommé dans les statuts. On l'appellera gérant statutaire. C'est au moment de constituer les statuts qu'on va dire telle personne est notre gérant. Et on va mettre son nom sur les statuts. C'est figé. Donc on l'appelle gérant statutaire. Ça veut dire qu'il a été nommé au moment de la constitution et qu'il figure dans les statuts. Ou alors, plus tard, on va décider en assemblée générale qui sera notre gérant. Dans ce cas, on n'a pas besoin de le mettre dans les statuts. Parce que si vous le mettez dans les statuts au départ, vous voulez le changer, il faudra changer encore les statuts, il faudra les modifier. Et c'est un coût supplémentaire et c'est une lourdeur. Pour éviter ce excès de formalisme, on peut au moment de constituer ne pas le mettre dans les statuts, mais tenir plus tard une assemblée générale qui va se constituer et désigner le gérant. La durée de son mandat est indéterminée ou déterminée par les statuts. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé pour 4 ans et il est rééligible. Okay. Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées dans les conditions déterminées dans les statuts ou dans une décision collective des associés. Donc, quand on parle de décision collective, c'est l'assemblée, les assemblées. Ça peut être assemblée générale ordinaire ou assemblée générale extraordinaire. Donc, il n'y a pas de conseil d'administration dans une SARL. La seule instance qui existe, c'est l'assemblée générale. Okay? Donc, qui nomme le gérant, comme son nom l'indique, il gère les affaires de la société. À la fin de l'année, il dépose les états financiers, il convoque l'assemblée générale, il dépose les états financiers, il rend compte aux autres associés et l'assemblée générale va statuer sur sa décision et le partage des résultats. Donc on va dire, OK, vous avez bien travaillé, on n'a rien relevé d'anormal, on vous donne le quitus. OK, donc pour votre gérance. Ensuite, on va passer au point concernant, par exemple, la distribution du bénéfice. Vous avez réalisé un bénéfice, on va décider entre nous, est-ce qu'on va le distribuer en totalité? Est-ce qu'on va le garder en totalité? Est-ce qu'on va distribuer une partie et laisser une partie dans la société pour renforcer les capitaux propres, par exemple? Okay. Tout ça, ça se décide en assemblée générale. Si vous le faites hors de l'assemblée générale, c'est illégal et c'est pénal. Quand vous distribuez des dividendes hors assemblée générale, on l'appellera des dividendes fictifs. Et les dividendes fictifs sont sanctionnés par la loi pénale. Donc il faut faire très attention là-dessus. Ce formalisme-là, il est fondamental, il est important. 1. Si vous avez choisi la société, la première chose à mettre en place, c'est une comptabilité. Soit vous la mettez en interne, vous avez un personnel qui peut tenir la comptabilité, ou alors vous externalisez la comptabilité. Ça peut être dans un cabinet d'experts comptables, par exemple, ou un CGA. Il vous produit la comptabilité en fin d'année, il vous remet les états financiers, et vous avez un délai de 4 mois à partir de la date de clôture des comptes, qui est le 31 décembre, au plus tard, le 30 juin, 6 mois donc, pour convoquer l'Assemblée générale qui va statuer sur les résultats de l'entreprise. Donc, tant que l'Assemblée générale n'est pas tenue, il n'y a pas de distribution de dividendes possible. C'est interdit par la loi. S'il y a une perte également, on ne distribue pas de dividendes. Okay? Bon, les pertes, on ne les distribue pas. Peut-être vous l'avez vu en comptabilité, on le met dans un compte qu'on appelle. Vous êtes en train de dormir là. Report à nouveau. Okay? Si c'est un bénéfice, on peut le mettre en report à nouveau pour la partie non distribuée ou en réserve. Évidemment, les réserves, vous avez ce qu'on appelle les réserves légales, les réserves statutaires, okay? Et les réserves libres. Okay? Mais tout ça, c'est des comportements qui
qui contiennent le résultat, le bénéfice. Okay? Certaines réserves ne sont pas distribuables, c'est le cas des réserves légales. D'autres le sont, avec des délais fixés par les statuts, etc. Ou alors on met tout simplement un report à nouveau, donc on le reporte pour la prochaine décision qui va statuer sur cette distribution-là également. C'est bon? Y a-t-il des comptables ici? Il faut m'arrêter, hein? Parfois c'est tellement technique là. J'utilise des termes peut-être que vous ne connaissez pas compte tenu de votre background académique. Pardon. Il y a juste quelques questions en ligne. Oui. Il y a Eliman Gueye qui demande quelle est la différence entre fonds de corps. Pour lui, ça a été déjà posé. C'est Ndeye Diop qui demande quels sont les avantages ou inconvénients de s'associer à une étrangère à hauteur de 50%. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle. Je n'ai pas bien entendu les questions là. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Oui. D'accord, c'est Ndeye Diop qui demande quels sont les avantages ou inconvénients de s'associer à une étrangère à hauteur de 50%. Ok. Et il y a aussi Matissène depuis Thiès qui demande quels sont les critères à voir pour choisir un bon commissaire de compte. Pour choisir un bon commissaire au compte. Un bon commissaire au compte, d'accord. Okay. Pour la première question par rapport au partage de capital, si j'ai bien entendu, c'est quel est l'inconvénient d'avoir un associé qui a 50%, c'est ça? Monsieur Dia? Alors, donc, la composition du capital, la répartition du capital joue sur deux choses. La première chose, c'est sur les décisions qui vont être prises en Assemblée générale, parce que c'est en fonction de la détention du nombre de parts que les poids vont se faire. Hein? Okay? Donc, si quelqu'un qui a 51% au moment des votes, il peut l'emporter parce qu'il est majoritaire. Ça se joue là-bas. Ça se joue également sur la distribution des dividendes, puisqu'on va distribuer à hauteur de la quote-part que détient chacun dans le capital. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui a plus de parts que vous et que vous ne vous entendez pas bien, ça peut déterrer sur le fonctionnement de l'entreprise. Parce que certaines décisions, il peut les bloquer parce qu'il a plus de voix que vous. Okay? C'est ça un peu l'inconvénient. C'est pour ça aussi, on ne choisit pas n'importe qui comme associé. Okay? Ce qui explique pourquoi certains ne veulent pas s'associer. Peut-être leur caractère, leur personnalité fait que souvent, ils préfèrent être seuls plutôt que s'associer avec d'autres personnes. En tout cas, quand vous devez vous associer, ne regardez pas que l'argent. Okay? Il y a d'autres critères également qu'il faut regarder. Est-ce que cette personne que vous voulez associer dans votre affaire, il est suffisamment intéressé par votre idée de projet? Est-ce qu'il est prêt à vous accompagner? Est-ce qu'il comprend la philosophie de votre projet, etc., etc., etc. La personnalité aussi. Si c'est quelqu'un qui est d'une humeur irascible, bon, évidemment, il faut éviter, quoi. Hein? L'intégrité, voilà, tout ça, c'est des aspects qu'il faut regarder. Il y a énormément de blocages dans certaines sociétés liés au mauvais choix des associés. Après, ce n'est pas un blocage définitif. Si vraiment il y a un blocage qui empêche le fonctionnement, on peut saisir quand même le juge, okay, pour statuer sur ça. Lui, il peut prendre la décision à la place des associés. Okay? Okay? Pour éviter ce qu'on appelle l'abus de majorité ou l'abus de minorité aussi. Les deux cas existent. Donc le tribunal peut être là, la deuxième porte de sortie pour débloquer la situation si vraiment les relations sont tendues et que ça bloque le fonctionnement normal de la société. Mais personne ne souhaite arriver à ce stade-là. Donc, si vous pouvez vraiment éviter des associés difficiles qui sont potentiellement des éléments qui peuvent bloquer le fonctionnement de votre entreprise, il faudra quand même choisir la bonne personne. Merci. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il y avait une deuxième question, je crois. Oui, la deuxième question, c'était quels sont les critères à voir pour choisir un bon commissaire? Ok, le commissaire au compte. Donc,
n'importe qui, d'abord, ne peut pas être commissaire aux comptes. Il faut être expert comptable, membre de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés. C'est là où vous allez puiser l'expert comptable. Donc, vous regardez la liste, vous choisissez une personne. Évidemment, vous pouvez faire une demande, hein. Vous pouvez choisir 2, 3 personnes, vous leur dites de vous faire une offre financière, vous regarderez peut-être la personne qui vous convient le mieux en termes de comment on appelle ça, sur le plan financier, quelle est la personne qui est la mieux appropriée pour vous. Bon, après, vous pouvez également regarder les aspects liés à la compétence. Est-ce que c'est une personne qui a une certaine expérience, qui maîtrise les domaines de l'activité? Bon, le commissaire aux comptes, ce n'est pas seulement les comptes. Quand il audite également, ce serait bien qu'il ait une connaissance peut-être technique sur la matière, sur votre activité, par exemple. Ce serait un plus sur le secteur d'activité, hein, pas que les comptes. Donc là, ça peut être également un critère de choix. Mais a priori, n'importe quel expert comptable inscrit à l'ordre peut être un commissaire au compte. Donc il a le droit d'être commissaire au compte. Dans certains pays, vous avez l'ordre des experts comptables et l'ordre des commissaires au compte, mais au Sénégal, c'est le même tableau. C'est les experts comptables qui sont en même temps les commissaires au compte. Pourquoi commissaire au compte? Parce que c'est une mission légale. Okay? Maintenant, si ce n'est pas une mission légale, c'est vous qui voulez simplement auditer vos comptes. En ce moment, vous ne faites pas référence à un commissaire au compte, mais à un auditeur, tout simplement. Parce qu'il est libre. Okay? Ici, c'est une liberté qui vous est donnée, vous, de choisir quelqu'un pour auditer vos comptes. Mais le commissaire au compte, quand on le dit, c'est la loi qui exige qu'il vienne dans votre entreprise pour auditer les comptes. Maintenant, on vous laisse le choix de la personne, ça relève de l'entreprise, notamment du dirigeant, okay, qui va le choisir parmi les experts inscrits au tableau de l'ONECA. Merci. Voilà, très bien. La rémunération du dirigeant, elle peut être gratuite. Okay? Vous pouvez être gérant de votre entreprise, vous ne prenez pas de rémunération. Tout comme vous pouvez décider d'avoir une rémunération, en ce moment aussi, vous ne pouvez pas vous la fixer unilatéralement ou arbitrairement. Il faut que l'Assemblée générale dise que voilà le montant de votre rémunération que nous vous fixons. Okay? Et sur cette base-là, vous vous contenterez de ce montant-là. On verra sur le plan fiscal maintenant quel est le traitement de ces rémunérations-là. Est-ce que vous êtes salarié ou pas? Ça, c'est l'autre volet qui va... Ouais. Pour le commissaire au compte, est-ce qu'on peut limiter à un seul ou bien on peut avoir de minimum dans certaines structures. Puisque moi, je vis une société, quelque part, ils ont 2 commissaires au compte. Il y a le cabinet Mazar ainsi que le cabinet KPMG. Oui, dans certaines structures, notamment les sociétés anonymes qui font appel à l'épargne publique, c'est souvent les grosses structures, il faut 2. Il faut un commissaire titulaire et un suppléant. Okay? Donc le suppléant peut être un deuxième cabinet. Hein. Vous pouvez avoir 2 cabinets. Maintenant, s'il y a des contradictions entre ces 2, concernant l'autre, après avoir fait l'audit des comptes, maintenant pour la certification, s'il y a des contradictions entre ces deux commissaires en compte, puisque l'un peut relever certaines anomalies, l'autre peut ne pas le voir. Non, c'est un travail d'équipe. Je pense que la matière sur laquelle il travaille, elle est normée. Hein? Donc, si un commissaire au compte particulier dit que ça, c'est une anomalie, l'autre, certainement, va le constater également, parce qu'il ne le dit pas comme ça de façon subjective. Okay? Il se base sur des critères définis par la profession pour dire que cet acte-là, c'est un acte de gestion qui est anormal au regard de tel principe comptable, etc. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de divergence à ce niveau-là, hein, sur l'interprétation d'un acte régulier ou irrégulier en matière de commissariat. Ils le connaissent, ça, parce que c'est défini par des textes. Puisque votre entreprise est auditée au regard ou à la lumière de principes comptables, que tous les experts comptables connaissent. Ils ne l'inventent pas. l'OHADA a défini les principes, les conventions,
Et c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va auditer les actes de gestion que vous avez eu à mener. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait des divergences là-dessus. Ça ne peut pas constituer un blocage. S'il le constitue, il y a encore toujours un maître qui est au-dessus qui peut régir, notamment le tribunal, qui lui peut-être va prendre un autre expert comptable pour les départager. Mais il y a très peu de chances que ça arrive. Je pense que. Sinon, c'est peut-être porté au niveau de l'ordre des experts comptables qui va également les départager. Oui, derrière. Par rapport au mode de rémunération pour la SARL, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont légales, qui pourraient permettre, par exemple, d'avoir recours, je ne sais pas, à un système qui va être indexé aux différents projets ou bien à la performance, par exemple? Une alternative au salariat? C'est possible. Quand on dit rémunération, ce n'est pas forcément salarial. Hein? Bon, après, il y a le traitement fiscal qui n'a rien à voir avec le droit des affaires. Mais la rémunération, c'est rien d'autre que vous faites une prestation, en contrepartie, vous avez de l'argent. C'est ça votre rémunération. Maintenant, on peut le définir selon les modalités. On peut vous dire, vous avez un fixe de temps que vous percevez tous les mois. On peut vous rémunérer sur la base du rendement, des apports que vous faites, ainsi de suite. Donc ça, c'est aux associés de décider. Le montant ou la configuration, en tout cas, de la rémunération. Après, il y a le droit fiscal qui vient après pour dire, voilà, en fonction de telle nature de rémunération, voilà, moi, les conséquences fiscales que j'en tire.